cette invitation. Et oui, donc effectivement, je suis l'ancien doctorant d'Isabelle. Ça fait depuis un bail que je suis en Allemagne et j'ai plus du tout l'habitude de faire mes interventions en français. Donc, si je cherche mes mots, c'est normal. C'est pas la fatigue, c'est juste que je cherche des fois la traduction. Euh, voilà, c'était. Alors, ce que je comptais faire aujourd'hui, c'est vous présenter une courte revue de l'état de l'art et enfin, de la contribution à l'étude des flux d'eau dans la zone critique, euh, enfin, des mesures isotopiques stables. Après cette courte revue de l'état de l'art, notamment des potentiels et limitations de cette technique d'analyse, je comptais aussi vous présenter deux projets. Ils sont aussi en lien avec l'invitation que j'ai reçue d'Isabelle. Et puis, à la fin, il y aura quelques petites idées ou voilà, des perspectives sur comment mieux intégrer ces outils-là dans les plateformes type Oscar ou Tirreno en Allemagne. Voilà, donc pour la première partie, voilà, si on considère, donc je vais juste présenter succinctement ce que l'on veut dire par isotope de l'eau. Je suis sûr que nombreux sont d'entre vous qui le savent déjà, mais bon, pour les autres, un petit rappel, disons. Voilà, donc si on considère deux isotopes de l'hydrogène, donc l'hydrogène et le deutérium, et un isotope pour l'oxygène, qui a 8 neutrons au lieu de 6 neutrons, eh bien, on a 3 molécules d'eau que l'on formellement nomme isotopologues et que l'on peut avec précision quantifier. Il y en a d'autres des isotopologues, il y en a 9 en tout, mais les 6 autres ne sont pas décelables avec une précision suffisante. Voilà, donc ces isotopologues, par par simplification, on les appelle les isotopes de l'eau, alors qu'un isotope réfère normalement à un élément. Voilà, donc la molécule la plus abondante approche les 100%, et puis la molécule d'eau deutérée est à 0,2 pour 1000, et l'eau O18, elle, est encore moins présente, moins abondante, avec 0,015%. Voilà, donc l'isotopiste ne travaille pas avec des concentrations, il travaille avec des rapports de concentration, ce qui complique toujours un peu les choses lorsqu'on discute avec notamment d'autres disciplines ou alors des modélisateurs qui travaillent avec des concentrations. Et ces concentrations, grand C, eh bien, on les rapporte à la concentration d'un standard. Et on obtient ce qu'on appelle une signature isotopique. Ici, c'est pour l'exemple de la signature isotopique en hydrogène. Et cette signature isotopique, ce delta, on le multiplie par 1000 pour obtenir des valeurs de l'ordre de quelques pour 1000 à quelques dizaines pour 1000, suivant bien sûr l'élément. Alors, lorsqu'on regarde ce schéma ici à droite, ce qu'on observe, c'est que la signature isotopique en oxygène et en deutérium de l'eau, donc le delta 2H, delta E18, est distribuée de manière hétérogène. Bon, là, je me corrige, ici, on n'a que la signature isotopique de l'oxygène comme exemple. Donc, elle est distribuée de manière hétérogène, et c'est à partir de cette hétérogénéité qu'on peut tracer les processus. Cette hétérogénéité, elle est la conséquence des processus qui fractionnent, qui discriminent contre les isotopes stables.
Donc, on a différentes possibilités avec ces... on a différentes oui, possibilités d'application. Et moi, je vais vous parler de deux applications. C'est dans le cadre de la partition de l'évapotranspiration et dans le cadre de la détermination de l'origine de l'extraction racinaire par les plantes. Donc, l'origine, la source dans le sol, plus particulièrement. Voilà, alors l'évapotranspiration, on la partitionne sur base isotopique en posant deux équations de conservation de la masse, une pour l'eau et une pour un de ses isotopes. Et on obtient une... je vais peut-être utiliser le marqueur si je le retrouve. Ah, bien. Alors, je ne trouve pas le marqueur. Bon, bref. Donc, je vais continuer avec ma souris, tout simplement. On a ici une équation de mélange. On est en considérant tout simplement que l'évapotranspiration, c'est la somme de l'évaporation et de la transpiration, et que la signature isotopique, c'est la moyenne de la signature isotopique de l'évaporation et de la transpiration, delta E, delta T, pondérée par les rapports pondérés par X et 1 moins X, avec X, le rapport de transpiration et évapotranspiration. Alors, derrière cette équation assez simple, on a donc trois termes, delta ET, delta E et delta T, et chacun de ces termes sont en fait déterminés avec d'autres équations, d'autres modèles ou les observations directement. Qu'en est-il de l'extraction racinaire? Eh bien, aussi dans le sol, on voit que la signature isotopique est distribuée de manière hétérogène, surtout selon la verticale. Comment on obtient les profils d'extraction racinaire à partir de ces mesures? Eh bien, c'est en faisant l'hypothèse que, et ça a été observé à maintes reprises, que l'eau qui est extraite, donc l'eau du sol qui est extraite par la racine, n'est pas discriminée isotopiquement, c'est-à-dire que la signature isotopique n'est pas modifiée. Et ensuite, si on peut observer la signature isotopique de l'eau donc à la sortie, à l'exutoire du système racinaire, eh bien, cette signature isotopique, donc le delta extraction racinaire, delta plant water uptake, c'est également, comme pour l'évapotranspiration, une moyenne des signatures isotopiques de l'eau extraite à différentes profondeurs, pondérées par les rapports d'extraction racinaire sur l'extraction racinaire totale. Voilà, donc si on a acté ce potentiel, on se rend compte que il est fortement limité. Si on regarde un peu la littérature, on voit que seulement 39 études de la partition de l'évapotranspiration ont été publiées sur les 30 dernières années. J'aime bien présenter ce chiffre pour rendre compte des données éparses, en fait, produites par la méthodologie isotopique, dans ce cadre précis de partition isotopique de l'évapotranspiration. On observe également un lien fort entre la résolution temporelle, donc là, c'est l'encart numéro 2 ici, donc la résolution temporelle et l'étendue, donc la durée des expériences, voilà, donc on a une résolution temporelle qui dépend fortement de l'étendue ou de la durée de l'expérience. On a également un problème de consensus. On n'a pas tout à fait de consensus encore sur quelle est la méthode la plus appropriée pour extraire
l'eau, hein, du sol, de la plante, mais j'y reviendrai plus tard. Et ça, c'est un frein, hein, c'est une limitation, une des limitations principales de la méthodologie. Et enfin, donc ça c'est l'encart numéro 3, ici en bas à droite, on observe une déconnexion générale entre les données et les modèles à base numérique. La grande majorité de la façon dont on fait parler les données, c'est à base statistique, de mélange multisource ou à base graphique, donc d'inférence directe. Donc, voilà, donc, quelles sont les raisons précisément de ces limitations? Ce n'est pas seulement un problème d'extraction de l'eau, hein, des plantes et du sol, mais c'est aussi, de manière générale, en lien avec le caractère destructif de la méthodologie. Donc, pour déterminer la signature typique du sol ou des feuilles ou de toute autre partie de la plante, on extrait, on prélève de manière destructive. Ensuite, on en extrait l'eau. Donc, il y a un panel de techniques, hein, extraction sous vide, extraction avec, par centrifugation, etc., etc. Et tout ça demande évidemment du personnel, ça demande du temps. La résolution temporelle est souvent faible, la résolution spatiale aussi l'est. Et très important, on a une détermination qui n'est que rétrospective. On n'a pas de valeur in situ en temps réel. Et on a les incertitudes, comme je vous le disais précédemment, qui sont en lien avec les méthodes même d'extraction de l'eau. Alors, quelques exemples de la littérature, notamment concernant la partition d'évapotranspiration. Donc, c'est une très belle étude qui a maintenant 10 ans de collègues de l'Idaho aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont partitionné l'évapotranspiration après avoir appliqué une irrigation enrichie en deutérium. Et ils ont pu déterminer les 3 termes de l'équation de mélange, c'est-à-dire delta ET, delta E et delta T, 13 jours, pendant 13 jours après l'irrigation initiale. Et ils étaient notamment, ils avaient une station d'écovariance notamment, et ils ont pu, à partir du rapport des transpirations sur évapotranspiration et des flux d'évapotranspiration mesurés, déterminer les flux absolus, hein, les contributions absolues de la transpiration et de l'évaporation. Donc le message derrière, c'est regarder un petit peu, on a une résolution qui est quotidienne. Et pourtant, comme je vous le dis, c'est sans doute une des meilleures études conduites dans le contexte donc mentionné. On a un autre exemple de la littérature, celui-là est un peu plus récent, en 2023, de ce qu'on peut faire quand on étudie l'extraction racinaire, donc sur base d'informations isotopiques. Là, l'étude traitait sur l'extraction racinaire de 3 couches, dans 3 couches de sol, hein, une superficielle, une moyenne et une profonde. Donc, c'est assez, on va dire, vague, hein, mais grosso modo, c'est pour illustrer les différences de stratégies d'extraction racinaire par différents couverts. Donc, on a le blé, entre autres, le pois, le colza. Et le message derrière, c'est qu'on peut
identifier les différentes stratégies suivant que on a des monocultures ou des associations, mais ces différentes stratégies, eh bien, elles sont un snapshot on n'a pas d'information, on n'a pas de discrétisation dans le temps. On a bien sûr des réplicas par traitement, on a un nombre important de prélèvements et on a une détermination qui est, on l'espère, représentative, mais au vu des limitations, au vu du temps dont on a besoin pour produire l'information isotopique, on n'a qu'à la fin un snapshot. Et aussi, on a l'information que pour 3 couches dans le sol. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à l'échantillonnage destructif? Eh bien oui, depuis maintenant une dizaine d'années, au lieu d'extraire le sol ou de sacrifier la plante, ou de prélever de manière destructive une partie de la plante, eh bien, on peut prélever la phase gazeuse, donc à la fois dans le sol, en y installant des membranes poreuses, perméables au gaz, mais imperméables à l'eau. La vapeur, l'atmosphère du sol rentre dans ces membranes poreuses et on peut balayer avec de l'air sec le contenu des membranes et le mesurer en continu avec des instruments appropriés, dont je vous parlerai plus tard. On peut faire la même chose avec la plante et prélever la phase vapeur autour de la plante. Dans cette phase vapeur, à partir de ce prélèvement, déterminer de manière continue la signature isotopique de la transpiration. On a un panel de méthodes qui sont invasives, mais pas destructives, qui produit des mesures continues, avec une résolution temporelle beaucoup plus élevée, évidemment, mais dont la résolution spatiale reste faible. Car on ne peut pas, à envie, installer plein de profils de membranes dans le sol ou installer à demeure plus que 2-3 chambres de transpiration sur le terrain. Voilà, et c'est une technique, cette alternative est aussi demandeuse en temps et demandeuse en personnel formé. Donc, ça ne règle évidemment pas tous les problèmes. Voilà un exemple dans la littérature de suivi en continu de la signature isotopique du deutérium du 20 avril jusqu'au 9 septembre. Donc, on a là quelques mois de suivi en continu. Donc, évidemment, ce sont des données interpolées. Les profils effectués sur le terrain, eh bien, on peut en compter même pas une dizaine. Mais à partir de ces informations, on peut dessiner ces chroniques temporelles et on voit, ça c'est le message principal derrière ce graphique, c'est que on obtient plus ou moins la même résolution temporelle d'un capteur d'une sonde volumétrique standard et d'une sonde isotopique. Voilà, donc après cet état de l'art, c'est l'évocation des potentiels et des limitations. Je comptais vous parler d'un projet dans le cadre duquel je dois ma présence sur le bassin d'Oradé et plus précisément sur la parcelle flux. Ce projet s'appelle DETECT. Donc, le sous-titre de ce projet, c'est Changement régional du climat, climatique régional, démêlage ou dissociation des rôles de l'utilisation des sols et de la gestion en eau. Donc, c'est à l'origine, ou en tout cas en fond de ce projet, eh bien,
on a l'observation que certaines régions du continent européen deviennent plus humides, beaucoup plus tendent à sécher. Et cette logique de le sec devient plus sec et l'humide devient plus humide n'est pas expliquée de manière satisfaisante par les modèles climatiques régionaux, donc à l'échelle du continent. Hein. La région ici, là, ça va être le continent en fait. L'hypothèse de travail du projet, c'est une hypothèse qui fait consensus, hein, c'est que eh bien, le forcing des activités humaines et notamment l'impact des décisions politiques ont affecté et affectent actuellement durablement le système hydrologique et ont abouti à des changements persistants et potentiellement insoutenables. Enfin, on va dire insoutenables, parce qu'on sait maintenant que c'est plus potentiel. Donc, Detect eh bien, est un gros projet. Comme je vous le disais, il a 21 sous-projets. Dans chacun de ces sous-projets, il y a typiquement un doctorant, voire deux, ou un postdoc. Et ces projets sont interreliés. Moi, je fais partie d'un projet, d'un des 5 projets qui fournit de l'observation. Le reste, ce sont des projets qui sont sur l'utilisation des données qui sont disponibles, ou donc l'assimilation, par exemple, des données, ou sur l'assimilation des données qui vont être collectées par justement ces projets d'observation. Alors, le but, c'est de paramétriser ou de donner des éléments de paramétrisation de la partition, en tout cas de la fonction de partition de l'évapotranspiration du modèle de surface communément utilisé dans le projet qui s'appelle CLM, hein, le Community Land Model. Et que cette paramétrisation, on l'offre, en tout cas, on essaie de l'apporter par mesure isotopique le long d'un gradient climatique en Europe de l'Ouest et pour différents types de surfaces. Donc, quand je vois ce graphique, je ne peux pas m'empêcher de penser à la discussion qu'on a eue et le super talk qu'on a eu sur l'empreinte carbone. J'imagine que notre projet déjà est fortement émetteur, mais que le poste de transport doit contribuer beaucoup, on va dire, à l'empreinte carbone totale. Voilà, l'aparté finie. Alors, comment on passe d'un site à l'autre, hein, comment on passe ici des confins de la Suède au sud de l'Espagne, et comment on passe par Oradea? Eh bien, on utilise un laboratoire sur roue et qu'on appelle Isomobile. Voilà, ça fait un peu penser au River Labs. En tout cas, c'est le même principe, sauf qu'il est sur roue et il est équipé en fait d'un ensemble de spectromètres laser isotopiques pour le suivi en continu des signatures isotopiques. Alors, l'année dernière, en juillet, et maintenant, alors actuellement, la cabine est installée sur la parcelle flux à Oradea. Voilà, on a un projet en étroite collaboration avec Tiffaine Talek, avec Franck, qui nous a aidé aussi à l'installation. Coucou. Et aussi avec Gilles Boulet et puis Aurore Ruth du CSPO. Voilà, je vais vous présenter quelques données, ou en tout cas le type de données qu'on peut collecter sur site. Alors, pour info, on n'a pas déterminé de manière non destructive les 3 membres de l'équation de partition, c'est-à-dire delta E, delta T et delta ET. Parce que c'était le premier déploiement de notre doctorant, et on ne voulait pas lui charger trop la barque, entre guillemets. Et donc, delta E et delta T étaient en fait déterminés à base de mesures destructives, donc d'échantillonnage de sol pour delta E et d'échantillonnage de plantes pour delta T.
Mais quoi qu'il en soit, le delta ET, lui, ce terme-là a été mesuré de manière non destructive et cela à différentes échelles. Donc, on a un peu testé l'empreinte donc comment dire, du type de méthode, parce qu'on a différentes méthodes, on en a deux, j'y reviendrai tout de suite, pour mesurer delta ET, qui sont caractéristiques de différentes échelles. Donc, voir à quel point, en changeant d'échelle, eh bien, on change l'estimation de cette signature isotopique de l'évapotranspiration et à quel point ça impacte la partition en elle-même. Donc, vous voyez en bas à droite une chronique temporelle, typiquement, en tout cas, les données mesurées typiquement à chaque journée. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, donc, par exemple, en rouge et puis en rose, ici, vous avez les périodes où les analysateurs, ils sont au nombre de 2, sont calibrés. Mais pour y voir plus clair, on peut zoomer ici entre 18h et 18h30. Et là, vous pouvez voir deux chroniques temporelles, une bleue qui devient par intermittence verte et puis une noire. La bleue, bien, elle est collectée par un analysateur dont le taux d'échantillonnage est de 1 Hz. Et la courbe noire, elle est échantillonnée elle est collectée à 10 Hz parce que par un deuxième analysateur qui, lui, typiquement, peut travailler à cette fréquence. Donc, on voit là, la première chose qui marque, c'est le caractère calme, entre guillemets, de la série à 1 Hz et les fluctuations haute fréquence, évidemment, de la chronique temporelle à 10 Hz. Pourtant, c'est en l'espèce la même vapeur d'eau qui est échantillonnée. Alors, que fait-on avec ces deux chroniques? Eh bien, avec la chronique bleue, celle qui a un pas de temps de 1 Hz, déjà d'où elle vient? Eh bien, elle est échantillonnée à partir depuis 3 mâts de mesure. Chaque mât, dont vous voyez ici un et un deuxième, et puis le troisième est caché par la cabine ici, en fond. Chaque mât a 5 hauteurs de mesure, depuis la surface du sol jusqu'à 1,50 m de hauteur. Donc là, le couvert était à peu près 1,20 m. Donc, couvert de tournesol, évidemment, inutile de préciser. Et l'intérêt de faire ces profils-là, c'est qu'on peut ensuite comparer les moyennes sur des fenêtres ciblées, les moyennes de signature isotopique. Ici, c'est l'exemple de la signature isotopique en oxygène. Et on peut confronter ces moyennes à l'inverse de la concentration en vapeur d'eau. Et si l'on fit, donc ici vous avez des exemples, pour chaque jour, avec un code couleur, une couleur c'est un jour, pour chaque jour on peut fitter sur ces données une régression linéaire et par extrapolation déterminer la signature isotopique de l'évapotranspiration à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire au point 0 théorique d'inversion de la concentration. Donc, sans vous détailler la méthode, le message derrière, c'est qu'on peut à un échelon sous-journalier, c'est-à-dire 3 fois par jour, déterminer la signature de l'évapotranspiration grâce à ces mesures de profil. Si on revient à la chronique temporelle, on voit qu'on a entre 9h et puis 11h30, et puis plus tard, entre 13h30 et 15h30, etc., autant de points que de hauteur de mesure. Et en fait, on a ici à chaque fois 15 points qui correspondent aux 5 points par mât, donc 5 x 3, 15. Voilà, donc
aussi une remarque, c'est malgré ce dispositif, on n'a finalement que euh, euh, on va dire trois déterminations de la signature isotopique de l'évapotranspiration, 3 moments par jour, voilà, pour chaque main. Voilà, et concernant les chroniques haute fréquence, eh bien, elles vont être analysées par la suite. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, par édicovariance. Voilà, donc l'échantillonnage de la vapeur, elle ne se fait pas au niveau des mâts, mais au niveau de la station d'édicovariance, à côté des anémomètres soniques notamment. Donc, on va en faire une analyse de spectre et on va pouvoir en déterminer la signature de l'évapotranspiration. Cette fois-ci, avec un footprint qui n'est pas celui de l'échelle de quelques mètres carrés qu'on a avec les mâts d'échantillonnage, mais au footprint de la parcelle entière, donc plutôt à l'échelle de l'hectare. Voilà, donc toute cette histoire, bon, c'est bien, mais en quoi c'est pertinent, pourriez-vous me demander, pour CLM, pour le consortium, comment on communique nos résultats avec des gens qui s'occupent de simulation régionale. Alors, on a une technique, on va dire, en tout cas, on l'a proposée, elle a été acceptée, et il me semble, en tout cas, c'est Gilles Boulet qui me l'a dit, que Jérôme de Marty a de l'expérience comme ça, donc peut-être ça va lui dire quelque chose. Donc, on utilise un modèle 1D, très localement, Cispat-Isotope, hein, qui a été développé par Isabelle, que l'on fit sur les données pour produire, à partir des données discontinues, des chroniques temporelles continues de partition. Et ces chroniques temporelles de partition, on les intègre dans le temps pour le tout petit cluster qu'on a, pour chacun des sites le long de ce gradient climatique, et on compare avec CLM, et on recherche où on a des biais systématiques. Voilà. Et pour quel type de végétation, quel type de couvert on a ces biais, et s'ils sont systématiques. Auquel cas, eh bien, on propose une nouvelle paramétrisation de ces types de plantes ou ces types fonctionnels de plantes, hein, les PFT. Voilà, donc je souhaitais aussi vous parler d'un deuxième projet qui me tient à cœur et avec lequel je suis occupé en ce moment. C'est le projet CROP. Voilà. Donc, on voit l'imagination pour les acronymes qu'ont les Allemands, hein, tout simplement CROP. Alors, le contexte de cette étude, qui a une portée beaucoup plus agronomique pour le coup, eh bien, c'est qu'il apparaît de plus en plus évident qu'il faut travailler sur la résilience à longue échelle de temps des cultures, et notamment des cultures de blé, plutôt que de travailler sur la maximisation des rendements. Mais tout ça en affectant le moins possible les pratiques en place pour qu'il y ait on va dire, un échange constructif avec les agriculteurs. L'objectif de recherche, c'est de tester la faisabilité de la combinaison de 2 génotypes de blé sur une même parcelle. Un des génotypes a un système racinaire profond, l'autre, donc on le voit ici à droite, l'un des génotypes sélectionnés a un système racinaire superficiel, ou en tout cas il a un angle racinaire plus prononcé, donc il a besoin de plus de temps pour atteindre une profondeur importante que l'autre génotype. Donc, on veut tester cette association au champ et mesurer l'effet, hein, qu'il soit bénéfique ou non, de cette association sur le cycle couplé de l'eau et du carbone. Alors, comme c'est souvent le cas, donc là, il n'y a
c'est pas très, on va dire, imaginatif, entre guillemets. On a imaginé le projet à 3 échelles différentes. On commence le continuum d'échelle par des tests en laboratoire, où les conditions sont strictement contrôlées, où l'on peut observer le développement et même l'architecture en 3D, l'architecture de racines par IRM, où on a accès à au bilan en eau complet et aussi à la simulation du carbone. Si on monte en échelle, à l'échelle du plot, hein, donc de la petite parcelle, hein, on parle ici 10 mètres carrés, eh bien, on utilise, on compte utiliser notre écotron à Jülich, où l'on peut observer le développement de racines, ici sur la photo, à l'aide de caméras que l'on coulisse dans des tubes en PVC ponctués de fenêtres d'observation. Et nous avons aussi accès à l'état en eau du sol par capteurs embarqués, installés dans le sol, ou par géophysique de surface. Et bien sûr, le but à l'extrémité de ce continuum d'échelle, eh bien, on a en tête de faire des essais en champ, ici en coopération avec la Chambre d'agriculture de Rhénanie, et puis bien sûr avec nos agriculteurs autour notamment de notre site ICOS près du Jülich. Voilà, donc je vais vous parler de l'échelle de la plante, car l'échelle du rhizotron et l'échelle du champ viennent doucement. On a commencé cette année, donc il y a à peine 3 semaines, l'observation en rhizotron. En laboratoire, eh bien, l'objectif, c'est de conduire 6 runs expérimentaux. Pour chacun des runs, on a 3 colonnes, et dans chacune des colonnes, on y plante 2 individus, soit des monocultures, donc superficielles ou profondes. Bien sûr, ça veut dire racines superficielles ou racines profondes, ou en mélange, donc la lettre M. Et on reproduit, et on a aussi, bien sûr, des traitements. Les traitements ici, c'est bonne disponibilité en eau et stress hydrique. À la fin, on a 18 conditions, si l'on va avoir pour chacune de ces traitements 3 réplicas. Voilà, les plantes sont en fait plantées dans des colonnes de sol de 80 cm, 12 cm de diamètre. Et on a 12 profondeurs d'observation où l'on a accès au potentiel matriciel et à la signature isotopique du sol. On a également installé l'appareil aérien de nos blés dans des chambres de mesure. Et on y suit l'intensité lumineuse, le déficit de pression de vapeur et le potentiel en eau foliaire. Et aussi, on y échantillonne la phase vapeur ou l'atmosphère et on y mesure la signature de la transpiration en continu grâce à un laser isotopique. Et on fait l'hypothèse qui a été souvent observée, que sous certaines conditions, eh bien, on a égalité entre la signature de la transpiration et la signature de l'eau extraite par les plantes, donc la signature isotopique que l'on mesurait à la sortie du système racinaire. Voilà, alors ce que je vais vous présenter ici, ce sont des pré-tests parce que les données de l'ensemble des runs sont en train d'être collectées et donc on a deux doctorants qui travaillent
dessus pour l'instant, mais dans le cadre d'une thèse précédente qui utilise sensiblement le même setup, on a fait des expériences préliminaires et qui va illustrer le potentiel de l'analyse isotopique pour la reconstruction de profils d'extraction racinaire. Donc, ce que vous avez à droite, ce sont deux graphiques. Le premier, c'est le terme d'extraction racinaire, exprimé en centimètres cubes d'eau par centimètre cube de sol par jour. Donc, vous avez des chroniques temporelles de profils racinaires, hein, et vous avez les profils équivalents de contenu volumétrique en eau. Donc, on a testé différentes situations pour voir quelle était la réponse simulée, en tout cas déterminée à base isotopique de l'extraction racinaire. On a joué sur le VPD, donc le déficit de pression de vapeur, et on a joué sur l'intensité lumineuse, mais on a aussi joué sur la façon dont on irrigue, soit par le haut, soit par le bas. Donc, à chaque fois qu'on irrigue, on observe une petite croix. Donc, on a un petit peu expérimenté par phase. Donc, une phase à haut VPD, une phase à faible VPD, une phase à haute intensité lumineuse, une phase par exemple ici, à faible intensité lumineuse. Et ce qu'on observe, c'est en général des shifts, des variations de l'extraction racinaire, pas seulement en termes absolus, mais aussi en termes relatifs, c'est-à-dire certaines profondeurs sont plus mises à contribution, ou certaines profondeurs de sol contribuent plus à l'extraction racinaire par moment, et certaines autres à d'autres moments. Donc, ces profils d'extraction racinaire ont été obtenus donc par une méthode que je n'ai pas détaillée ici, mais qui a été énoncée, ou en tout cas abordée plus tôt, hein, par modèle de mélange, donc EMA, à base, inscrit dans un framework bayésien. Donc là aussi, le message, enfin en tout cas l'un des messages, c'est qu'on peut observer, bien sûr en conditions contrôlées, et à l'échelle de la plante entière, donc on est très loin du champ, on peut quand même arriver à la situation d'avoir la même résolution temporelle et spatiale. Hein, on a un ensemble de couches ici conséquent qui est monitoré. Donc, à la même résolution spatiale et temporelle, on peut observer à la fois l'extraction racinaire et le contenu en eau, le contenu ou d'autres variables. Donc, on peut en fait se faire rejoindre en termes de résolution spatio-temporelle le monde isotopique en haut et le monde de l'eau en bas, entre guillemets. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Alors, je n'ai pas de message très fort sur lequel finir, mais j'ai juste des idées. Moi, j'ai l'espérance, en tout cas, j'ai l'espoir que quand je vois par exemple les River Labs, quand je vois ces méthodes embarquées, j'ai l'espoir qu'elles soient qu'on puisse faire la même chose un jour pour la méthodologie isotopique. Qu'on puisse monitorer grâce aux observatoires OSCAR et puis Terreno en Allemagne sur certains sites, et puis plus, si possible, dans le futur, les signatures isotopiques des différents compartiments de la zone critique pour en déterminer de manière donc indépendante des autres méthodes eh bien les flux, les partitions de flux. Voilà, évidemment, pour ça, il faut faire des compromis, au moins dans un premier temps, concernant l'instrumentation. Et puis, le travail, les interventions et plus précisément la résolution temporelle des interventions sur site. Car bien sûr, il va y avoir des échantillonnages destructifs, pas uniquement non destructifs.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Évidemment, toutes les données que j'ai présentées, c'est pas moi qui les ai produites. Alors, je remercie, même s'ils ne m'entendent pas, la petite équipe. Et je me réjouis s'il y a des questions. Je coupe le